Où en sont aujourd'hui les relations entre Kinshasa et Kigali? Édition spéciale ce vendredi 10 décembre après le journal de 19h. Avec Vincent Karega, ambassadeur du Rwanda en République démocratique du Congo. Vos questions sont attendues très nombreuses au 085 210 11 11. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. On va parler des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Nous recevons pour ce faire l'ambassadeur du Rwanda, l'ambassadeur de Kigali à Kinshasa, M. Vincent Karega, bonjour. Christian. Merci d'avoir répondu à notre invitation, édition spéciale que je co-animerai avec Thierry Kambundi. Thierry Kambundi, bonsoir. Bonsoir Christian Lusakwebo, bonsoir M. l'ambassadeur. Où en sont les relations entre Kigali et Kinshasa? Tel est le thème de cette édition spéciale. Il y a 25 ans, c'était la guerre, ou plutôt une alliance contre le Zaïre, qui se transforme en une alliance avec les autorités congolaises, puis de nouveau la guerre contre le Congo. Aujourd'hui, cela semble être à l'accalmie. Est-ce que les deux voisins peuvent cohabiter normalement? Je vais commencer par là, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que l'on peut oublier 25 ans de notre histoire? L'histoire ne s'oublie pas, mais on peut forger un avenir commun. Et le présent est déjà très positif. Il y a des très bonnes relations bilatérales. Nos institutions politiques au plus haut niveau, des présidents, des ministres, des parlements, sont en bonne collaboration, en bon échange. Nos peuples aussi, au niveau frontalier, les transactions transfrontalières augmentent de volume, et aussi les visites mutuelles qu'on peut appeler visites touristiques. Des gens qui viennent de la RDC en transit ou en visite au Rwanda sont plus nombreux que les années passées, et les Rwandais qui visitent ou qui investissent en RDC sont de plus en plus nombreux aussi. Donc le mouvement des peuples, les transactions, les investissements et aussi le dialogue politique sont au beau fixe à mon avis. Dialogue politique, business on va dire, ouais. Entre les deux peuples, parce que les transferts entre les deux pays c'est plutôt du business on dira. Ouais. Je reviens à ma question. D'accord. Peuvent faire oublier selon vous les 25 dernières années tumultueuses? On n'oublie pas ce qui s'est passé dans l'histoire, mais ça dépend de qui définit quoi qui s'est passé chez qui. Pourquoi deux peuples qui avaient des relations séculaires, même bien avant la colonie, à un certain moment de leur histoire, ont eu des turbulences. C'est qu'il y a eu une raison, et la plus grande raison, c'est les troubles qui ont commencé au Rwanda même, et qui ont abouti à un génocide. Et les génocidaires ont trouvé refuge ou sanctuaire au Zaïre à l'époque. Et ça a été l'élément déclencheur d'un conflit, d'une tension et d'un instinct de survie et de protection du Rwanda qui ne voulait pas continuer à souffrir des effets de l'idéologie et des actions activistes et criminelles de ces génocidaires qui ont traversé au Zaïre armé. Instinct de survie et de protection, donc c'est de l'histoire du Rwanda exportée au Congo que l'on devrait qualifier les 25 dernières années de relations entre nos deux pays. Je ne pense pas que cette période de trouble a pris 25 ans. Elle a eu le temps qu'elle a pris. Et après ça, souvenons-nous quand même que le Rwanda était aussi partie prenante du dialogue intercongolais pour que le pays soit réuni, réintégré, pour que le pays produise sa constitution qui a été la base des transitions démocratiques. Vous vous souviendrez de l'époque 1+4. Donc le Rwanda comme voisin séculaire, comme allié politique permanent. Nous sommes pour l'unité, l'intégrité et la paix en RDC, et surtout pour des relations de voisinage très productives et gagnant-gagnant. Thierry Kambundi. Monsieur l'ambassadeur, vous dites que l'histoire ne s'oublie pas, mais nous devons forger un avenir commun.
C'est le langage d'ailleurs que partagent les deux chefs d'État actuels de la RDC et du Rwanda. Mais qu'est-ce qu'on fait de ce lourd passé entre les deux pays dans cette optique de forger un avenir commun? Bon, ce qu'on a fait, c'est difficile. Il y a des éléments qui demandent la justice. Il y a des éléments qui demandent un dialogue. Il y a des aspects qui demanderaient une commission, une discussion ou une préservation de mémoire. Et on ne peut pas changer l'histoire, mais on peut changer l'avenir. C'est ça que je peux dire à ce propos. Mais justement, on peut changer l'avenir, mais pour changer l'avenir, il faut se servir des faits qui ont marqué cette histoire. Or, ces faits ont été, vous avez dit, c'est votre version des faits, très défavorable à votre pays, mais ils l'ont été également pour beaucoup de Congolais qui trouvent injuste aujourd'hui, voire hypocrite, que les deux chefs d'État, que les deux États se mettent ensemble, décident de forger un avenir commun sans réparer le mal qui a été fait, notamment aux Congolais. Bon, les perceptions, on doit aussi les distinguer des faits. Pourquoi vous vous sentez, en tant que Congolais, seule victime de ce qu'il y a eu? Et le fait que vous auriez créé le sanctuaire pour les génocidaires armés qui menaçaient la sécurité du Rwanda et qui ont perpétré des crimes à partir de la RDC pendant 2-3 ans, vous pensez que ça aussi, ça ne affecte pas les Rwandais? Ils ont aussi des griefs. Et le fait qu'il y a eu une campagne de tuer les Rwandais et ce qui leur ressemblait en RDC à une certaine période, c'est aussi des griefs. Mais allons-nous nous fixer à ces griefs de ce passé-là pour oublier qu'on est voisins, pour oublier qu'on peut travailler ensemble et aller de l'avant? Et si justice est nécessaire, que les personnes qui ont joué un rôle ou un autre dans un crime ou un autre soient jugées ou soit discuté sur une table. Mais tout cela dépend aussi de la base des relations diplomatiques. On va en discuter où? Justement, il faut cette plateforme. Vous avez évoqué quelques faits à charge de la RDC, peut-être, ou contre les Rwandais. Je peux en évoquer plusieurs ici que contre les Congolais reprochent aux Rwandais. C'est ça. Si on entre dans cet engrenage, on ne s'en sortira pas. Raison pour laquelle je demande, qu'est-ce qu'on en fait? Vous parlez de justice. On va évoquer le rapport Mapping. C'était une voie pour essayer de réparer, mais le Rwanda n'a jamais été d'accord avec ce rapport. Les Congolais n'ont jamais été d'accord avec certains de vos propos, qu'ils ont traités des négationnistes, etc. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ce lourd passé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, maintenant que vous décidez, ou que les deux chefs d'État décident de cheminer ensemble? Vous venez sur le rapport Mapping que le Rwanda a rejeté. La RDC l'a rejeté aussi. Lisez la lettre de M. Luzolo. Et le rapport Mapping, ce n'est pas un rapport congolais. Mais le rapport Mapping a été rejeté. Il est des Nations Unies. Nous sommes d'accord, mais le rapport Mapping a été rejeté. Récemment, un film a été réalisé par Thierry Michel parce que et les autorités rwandaises et les autorités congolaises de l'époque n'y trouvaient pas avantage. C'était hier en plus, parce qu'aujourd'hui le président Tshisekedi ne semble pas tenir le même discours. Vous dites que la RDC l'a rejeté, le président rwandais, enfin le président Félix Tshisekedi a rappelé la nécessité de se baser sur ce rapport pour réparer les dégâts éventuels qui ont été causés aux uns et aux autres. Oui, mais c'est un rapport des Nations Unies. Et nous sommes tous membres des Nations Unies. Donc nous verrons ce que les Nations Unies feront de son rapport. Et les deux pays, les Nations Unies a la même mise sur les deux pays à propos de ce rapport-là. La posture du Rwanda inquiète déjà. Vous parlez de justice parce que vous voulez réparation. Mais comment on peut aller dans cette optique-là si le Rwanda rejette déjà un rapport qui est censé avoir été fait par des experts indépendants? Qu'est-ce qu'il y a dans le rapport que nous rejetons?
le président Kagame. Oui, qu'est-ce qu'il y a dans le rapport? Justement, l'élément que nous les rejetons. accusations contre le Rwanda, d'ailleurs, vous l'avez dit dans C'était quoi cette accusation? Vous avez dit dans une interview Oui. que le Rwanda n'a jamais fait la guerre en République démocratique du Congo. C'est une phrase... À la République démocratique du Congo. Guerre entre deux pays et un pays qui attaque un autre. Oui, mais ce rapport incrimine à plus d'un titre le Rwanda à travers ses troupes, d'être entré en RDC, d'avoir massacré. Il est grand des... Oui, je vais t'aider peut-être à récapituler. Les plus grandes accusations et pour lesquelles le Rwanda dit non et il dira toujours non, c'est que le Rwanda est venu commettre un génocide sur les Hutus qui ont fui en RDC. Et pourquoi nous disons non? Nous avons joué un rôle à démanteler les camps qui avaient des milliers de réfugiés rwandais, y compris les génocidaires. Et nous avons rapatrié nos réfugiés. Donc on ne les a pas tués, on les a rapatriés. Ce rapport vous accuse également d'avoir massacré des Congolais. C'est le double génocide que nous discutons de tout le temps. Et les massacres des Congolais qu'on a attribués aux Rwandais? Les massacres des Congolais attribués aux Rwandais, c'est de ça que je parle comme justice. Si vous connaissez un Rwandais, Vincent Karega, ou Justin tel, ou Patrick tel, qui a commis un massacre à tel endroit, et qui a un système de justice qui soit des Nations Unies, qui soit conjoint, bilatéral, là, c'est une situation à faire. Ou qu'il y ait une commission mixte qui en parle. J'ai dit, les mécanismes ne peuvent être entrevus que s'il y a une relation bilatérale. Parce que c'est le cadre de base qui donne le soubassement de tout dialogue ou toute discussion par rapport au litige. Donc vous êtes prêt à faire face à la justice? Ça dépend du format et des accusations. Faire face à la justice, ça ne signifie pas amener son coup à la guillotine. Ça signifie se défendre aussi par rapport à ce qu'il y a eu, par rapport au contexte. Qu'est-ce qui a fait que nous traversions? C'est parce que nous étions menacés. Il y avait violation de la loi internationale. Est-ce que vous étiez menacé à Kisangani quand vous vous êtes retrouvé pendant 5 jours face aux troupes ougandaises? Est-ce que vous vous sentez menacé par cette justice internationale qui a condamné l'Ouganda à plus d'1 milliard de dédommagement à la République démocratique du Congo, justice internationale dont vous n'êtes pas État partie, vous l'avez refusé. Où est-ce que doit se faire cette justice? Quels sont les responsables individuels que vous citez alors que le combat de Kisangani, ce n'était pas un individu contre un autre ou des individus contre les autres, mais bien les troupes rwandaises contre les troupes ougandaises? Je ne pense pas que... Je vais parler de ce qui s'est passé entre les troupes ougandaises et rwandaises. Nous étions là comme alliés et alliés de la RDC. Et entre soldats, il y a eu un conflit spontané. Alliés de la RDC les soldats en 1999, ougandais et rwandais. En 1999, vous n'étiez plus alliés avec la RDC. Vous étiez opposés à la RDC. Là, nous ne sommes plus à la FDL, nous sommes au RCD. Est-ce que je peux finir parce que vous voulez certaines précisions. Là, nous étions menacés par quoi? Nos propres alliés. Peut-être nous étions au RCD, c'est ça que vous voulez dire, donc seconde étape. C'est un problème. Plus entre Ouganda et le Rwanda. Donc c'était nos soldats et leurs soldats sur le territoire congolais. Qui mouraient sur le territoire congolais, bien sûr. C'est un litige. C'est pas moi qui donnerai la formule finale de ce litige. C'est sans doute le Congo, l'Ouganda et le Rwanda ensemble, en discussion pour un tel litige. S'il y a des réparations à faire, s'il y a des discussions à propos de cela, c'est cette plateforme-là que moi je ne peux pas créer ici, que je ne peux pas imaginer. Mais pourquoi je suis sur le banc de l'accusé, je ne serai pas non plus le juge. Il ne faut pas parler d'individus, il faut parler de pays. Pourquoi chercher d'autres plateformes alors qu'il en existe une où l'Ouganda a déjà été condamné? La guerre de Kisangani opposait troupes d'un pays. L'Ouganda a troupes d'un autre pays. Oui. Le Rwanda, sur le territoire d'un autre pays encore, la République démocratique du Congo, avec qui vous dites oui, j'ai tout compris. Que justice doit se faire. L'Ouganda a été condamné, le Rwanda n'a pas été condamné. Parce que vous refusez cette justice. Parce que nous l'avons refusé. Mais il n'y avait pas un préjudice que la justice a mis à notre compte. Nous étions quand même présents
quand le tribunal a tranché. Oui, mais on ne pouvait pas parler de vous. Vous avez refusé d'en être. Oui, il y a des raisons qu'ils ne pouvaient pas parler avec nous. Trouver maintenant une formule où on peut parler de nous. Mais pourquoi, monsieur l'ambassadeur, vouloir une justice à votre goût? La justice n'est jamais au goût de qui que ce soit, mais le droit à la défense et la présomption d'innocence ne sont pas non plus exclus dans la justice. Présomption d'innocence jusqu'à condamnation. L'Ouganda a été condamné pour ça notamment. L'Ouganda était dans ce conflit avec vous. L'Ouganda a été condamné parce qu'il est État partie. Vous avez refusé d'être État partie. Et vous dites aujourd'hui, nous sommes innocents parce que nous n'avons pas été condamnés à une justice. Soyons toujours précis. L'Ouganda a été condamné. C'est quoi que dit la condamnation? Ils étaient condamnés de quoi? On parle de dédommagement. Oui, pourquoi mort d'homme, fuite de biens ou quoi? Un peu de tout ça. Revenons. C'est un peu de tout ça? La condamnation était précise. Revenons au sujet. Ouais. Non, parce que c'est ma question précédente qui était précise. Va-t-on aller ou peut-on parler à venir avec un si lourd passé sans que justice ne soit faite? Il faut chercher justice et réparation. Vous dites rapport mapping non, vous dites CIJ non, vous dites entendons-nous à trois. Mais déjà, l'Ouganda a accepté, elle n'a pas encore payé, le rapport mapping. N'a pas accepté le rapport mapping, mais a déjà été condamné au moins sur une partie de ce qu'on lui reproche. Ouais. C'est peut-être pas tout, mais vous avez cette partie-là refusé d'y participer. Comment est-ce qu'on peut parler de justice alors qu'aujourd'hui, on redémarre de nouvelles relations de coopération sans que cette justice ait été faite. Même pour ceux qui disent que la France a été en guerre avec l'Allemagne, que cela a duré 2 fois, il y a eu un procès à Nuremberg. C'est vrai que c'était le procès des vaincus, mais c'était surtout le procès de ceux qui voulaient construire une meilleure relation future. Oui, mais l'Europe, c'est la justice, on parle de justice là. Ouais. Comment on fait cette justice? Comment est-ce qu'on peut prétendre avoir de futures relations dans l'hypocrisie des massacres non reconnus et non élucidés? Qu'est-ce que vous suggérez qu'il n'y ait pas coopération? Je suggère qu'il y ait avant tout justice. Et cette justice, et qui fait la chronologie de ces aspects? La chronologie, c'est le Rwanda qui avant le pardon, la justice. Ouais. Si le Rwanda adhère notamment à cette cour internationale, le Rwanda n'adhère pas à cette cour internationale. Elle a les raisons. Elle a ses raisons qu'elle a expliquées au monde entier. Ça n'avait rien à voir avec la RDC. Il y a plusieurs pays qui n'adhèrent pas. Les États-Unis n'adhèrent pas. Et beaucoup de pays africains se sont retirés de cette cour internationale. Quand un pays fort commet des dégâts, il n'est jamais là. Et c'était comme si c'était une cour qui arrangeait ou qui s'occupait plus des Africains ou de qui on voulait se débarrasser. Il y avait plusieurs arguments qui sont bien documentés au niveau de l'Union africaine. C'est ça qui fait que le Rwanda n'a jamais adhéré et ne pourra jamais adhérer si la Cour ne change pas de format. Monsieur l'ambassadeur, je vais vous aider. Vous avez posé à Christian Lusakweno la question de savoir pourquoi l'Ouganda a été condamné. L'Ouganda a été condamné pour violation de la souveraineté territoriale de la RDC et violation des droits de l'homme entre 1998 et 2003. C'est spécifique à l'Ouganda. Oui. Nous avons la rationale qui nous a fait traverser la présence d'un danger. Nous étions en légitime défense. Légitime défense en dehors de votre territoire? Oui, c'est là le danger. C'est là le problème, monsieur l'ambassadeur. Oui, c'est un problème, je sais. Vous dites que le Rwanda n'a jamais fait la guerre à la RDC. Mais il a fait la guerre à ces génocidaires qui ne sont pas... Sur un territoire qui n'est pas le sien. Oui, mais ils ont eu l'hébergement. Non, mais justement... Si je cours derrière un criminel, tu lui ouvres ta cuisine, je crois que la guerre va se terminer dans ton salon. Il y a bien des criminels, il y a bien des gens qui ont commis des crimes au Congo, qui se sont réfugiés au Rwanda, sans que, jusqu'à ce jour, la République démocratique du Congo ne fasse officiellement la guerre au Rwanda. Le Rwanda n'a jamais autorisé à qui a fui la RDC a réattaqué la RDC à partir du territoire rwandais. D'abattoir est où? Il a déjà attaqué la RDC. Les génocidaires organisés ont réattaqué le Rwanda après avoir fui. Pendant 3 ans. De 94 à 96, fin 96. Mais comment vous expliquez
que les troupes rwandaises aient toujours soutenu des mouvements rebelles à l'est de la RDC. Lesquels? Notamment les Avez-vous des RCD. preuves? AFDL et RCD. Oui. Oui, AFDL et Si RCD, vous oui, dites- je vais vous dire pourquoi. Oui, on mais les a justement, soutenus. monsieur l'ambassadeur, s'il Ouais. vous plaît, je vous prends au mot. Oui. Le Rwanda n'a jamais fait la guerre à la RDC. Jamais. Mais le Rwanda soutient militairement un mouvement rebelle contre le pouvoir en place en RDC. Comment on peut le qualifier? C'était un mouvement de libération que vous avez applaudi aussi. Non, mais Ouais. le RCD n'a pas été, que je sache, applaudi. Vous avez ici. applaudi AFDL. Qu'on ait applaudi ou pas, je veux juste Ouais. que vous puissiez me définir Oui, nous cela. avions des intérêts Officiellement, vous ne stratégiques. faites pas vous dites que vous n'avez jamais fait la guerre à RDC, mais vous soutenez toutes les rébellions. Enfin, on en a cité 2. Combien on a soutenu? La FDL, vous avez soutenu contre un pouvoir en place. Le RCD, vous avez soutenu contre un pouvoir en place. Comment le qualifier? Je vais le qualifier comme ceci. Il y a un régime de Mobutu en RDC. Il crée un sanctuaire pour les gens qui viennent de commettre les crimes le plus atroces, le plus super qualifié du 21e siècle, le génocide. Ils ont droit d'être réfugiés, oui, mais dans le respect de la loi internationale. On ne loge pas les réfugiés à moins de 15 km de leurs frontières en conflit. Et on ne reçoit jamais les réfugiés qui viennent comme une armée et bien armée. Ils étaient armés. Est-ce que le Zaïre, à l'époque, Et écoutez, avait la possibilité pourquoi ils n'avaient pas la possibilité face à cette... mais vous disiez vous-même, et on le voit aujourd'hui, le Zaïre n'était pas assez organisé pour empêcher un tel mouvement de population armée. Et jusqu'en 1999, attention, entre 96 et 97, et 98, pardon, le Rwanda est le roi de l'Est de la République démocratique du Congo. Pendant ces 2 ans, vous n'avez pas réussi. Vous comprenez donc que la question, ou qu'on ne vous charge pas trop, ou qu'on pourrait ne pas trop vous charger sur la période 96-98, mais qu'on ne comprenne plus qu'en 99, alors que cette menace n'existe plus, puisque pendant 2 ans, vous avez été vous-même à la police à l'Est, qu'en 99... la guerre, ce ne soit plus contre des réfugiés rwandais qui sèment la désolation au Rwanda, mais qu'à 2000 km de vos frontières, à Kisangani, le Rwanda fasse la guerre à l'Ouganda. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Vous vous souviendrez qu'à Goma, il y avait plus d'1 million d'habitants. Ils étaient plus nombreux que les habitants congolais de Goma. Et parmi eux, il y avait plus de 60 000 forces armées, génocidaires et milices. Le Rwanda n'a pas échoué parce qu'il a pu rapatrier plus d'1 million. Et il n'est resté au Congo que 40-50 000 de forces armées. Et ces forces armées, quand le rapatriement des réfugiés non armés s'est exécuté, certaines se sont rapatriées. On parle de 11 à 15 000. Donc des forces armées qui combattaient et qui n'en pouvaient plus et qui se sont rendues. D'autres se sont éparpillés dans les forêts jusqu'à Kisangani et même traversé les frontières. Il y en a qui sont allés au Congo-Brazza, il y en a qui sont allés en Centrafrique, il y en a qui sont descendus dans plusieurs pays de la SADC. Zambie, Malawi, tout ça c'est connu. Jusqu'à aujourd'hui, tous ne sont jamais rentrés. Mais tous n'ont pas pu traverser avec des armes les autres frontières, à part la RDC qui est restée comme leur fief où ils peuvent circuler avec les armes. C'est une menace. Même régionale. Et le Rwanda avait tenté, entre 1994 et 1996, à négocier diplomatiquement avec la RDC pour que la RDC puisse ne fût-ce que les pousser loin des frontières, parce qu'ils étaient vraiment bien rangés de Goma à Bukavu, le long de la frontière. On pouvait les voir avec des jumelles à partir du Rwanda. Et ils ont utilisé des camps militaires. Panzi, c'est documenté. Kibumba à Goma, c'est documenté. Donc ils se sont encore réarmés. Ils ont eu même l'appui de certaines ONG internationales. Et Mobutu, en ce moment-là, il était sous sanction à cause des pillages qu'il y avait eu au Congo, à cause des massacres à l'université de Lubumbashi. Et le fait d'avoir accepté
en coopération, cette présence de l'armée génocidaire l'a fait revenir sur la scène internationale. Donc c'était Ezalaki COP, comme on peut dire. Donc à Sali COP Namakila Nabiso. Et vous pensiez qu'on allait nous laisser faire au moment où on sentait le monde nous abandonner. Très heureux de vous entendre parler Lingala, mais à ce stade, ce n'est donc pas le maréchal Mobutu et le Zaïre, c'est la communauté internationale qui lui permet de revenir sur le devant de la scène. Oui, mais il a gagné de ce fait-là. Qu'il ait gagné ou pas, mais c'était donc pas du fait du Congo, du Zaïre de l'époque, mais bien de cette communauté internationale, principale victime. Aujourd'hui, c'était le démarrage de ce sujet. Est-ce que 25 ans après, vous comprenez que des Congolais, même s'ils traversent chez vous, même s'ils aiment le Rwanda tel qu'il est organisé aujourd'hui, ne souhaitent pas qu'il y ait collaboration entre les deux pays sans qu'il y ait justice et réparation? Alors, vous me demandez que moi je mette en place un tribunal ou que je m'accuse, que je fasse quoi? Je ne sais pas quelle est votre recommandation. Parce que le problème semble être le Rwanda, qui ne veut pas de ce format de justice internationale. Où est le format? Qui conteste Oui, mais justement, monsieur l'ambassadeur, à partir du moment où les Congolais réclament justice, se basant sur ce qui s'est passé réellement, et que le Rwanda refuse la Cour internationale de justice, ainsi que et conteste le rapport mapping, on a le droit. Vous l'avez contesté aussi comme pays. On a le droit, mais on va pas revenir sur le fait que l'actuel président de la République ne le conteste pas. Oui, si le conteste pas, c'est-à-dire qu'il y a un processus. C'est-à-dire qu'il a amorcé un processus. Alors voyons, vous l'avez contesté le processus. Avant. Moi je parle de la position du Rwanda qui a contesté ce rapport, qui vous a clairement accusé. Alors, vous refusez la justice internationale, vous contestez le rapport mapping, mais comment on répare le préjudice causé à la RDC? Alors que vous parliez des faits documentés de Kibumba, de Panzi, mais il y a aussi des faits documentés de Tingi Tingi. Oui, donc vous comprenez que le tribunal, ce sera à deux volets, c'est pas d'un seul côté. Non. Vous allez aussi répondre de vos chefs d'accusation. Les autorités congolaises, les autorités zaïroises, ce serait plus facile pour elles aujourd'hui, puisque pour beaucoup, elles ne sont plus en vie. Mais les autorités, autant que les autorités rwandaises, devraient pouvoir répondre, puisqu'on parle de justice et on parle de réconciliation après justice. Oui, disons qu'elles devraient répondre. Vous pensez qu'elles vont répondre où est le format où elles doivent répondre? D'accord. Où sont les accusations? Je vais dire aussi quelque chose sur le rapport mapping que vous mettez en exergue. C'était un rapport d'experts. Ce n'est pas un jugement des procureurs. Et il terminait en recommandant des enquêtes plus approfondies par les spécialistes. Donc ce n'est pas un fruit d'enquête. Si, c'est un fruit d'enquête qui aboutit à ce rapport. D'enquête par qui? Il y a le rôle d'un procureur dedans? Non, pas des experts. Oui, mais le rapport est à qui? Ce n'est pas une décision de justice, monsieur l'ambassadeur, je vous le concède. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un fruit d'enquête. Sinon, il aurait été fait sur base de quoi? Il y a bien eu une enquête menée durant une période de 10 ans. Qui a accouché à ce rapport. Oui, maintenant, là où il est, si on doit exécuter ce qu'il y a dedans, on l'exécute où? Il est clair qu'il faudra après qu'il y ait justice. Mais il faudra que pour qu'il y ait cette justice... Alors c'est qui mettra la justice en place? C'est le Rwanda. Attendez, 20-25 ans plus tard, là on joue sur le temps. Les preuves d'hier peuvent avoir été effacées, peuvent ne plus être dans le... Aujourd'hui, l'Occident a plus facile à critiquer l'esclavage. Il est passé de temps. Aujourd'hui, le Rwanda semble gagner du temps, mais dans le même temps, semble être preneuse d'une coopération. Je pense que sur ce sujet, Thierry Kamboudi, on n'évoluera pas, vous resterez figé. On ne va pas beaucoup évoluer. Parce que nous parlons d'un rapport qui n'est ni du Congo, ni du Rwanda, qui est des Nations Unies. Les Nations Unies ont fait un travail à moitié. Où est la suite? Mais qui est déjà contesté. S'il était... Oui, mais le droit de contestation, si je conteste
cela ne signifie pas que toi tu l'as contesté. Monsieur l'ambassadeur, vous ne pensez pas que le Rwanda fait preuve de mauvaise foi, clairement, où il veut, voilà, comme Christian l'a dit tout à l'heure, utiliser l'usure du temps pour essayer d'oublier, parce que vous ne voulez pas que l'on revienne sur ce passé, alors que ce passé préoccupe les Congolais qui aujourd'hui... Monsieur Kambound, on n'a jamais refusé de revenir sur le passé, je le dis, mais dommage, on dirait que vous êtes figé à quelque chose. Le Congo victime, le Rwanda agresseur. Mais vous, l'élément qui a déclenché que cette relation séculaire soit basculée, vous ne voulez même pas y traîner. Nous voici devant un travail des Nations Unies. Nous sommes tous membres des Nations Unies. Nous sommes tous des États membres. Nous tous, nous trouvons que ce rapport est biaisé en ce moment-là. Aujourd'hui, vous trouvez que ce rapport n'est pas biaisé. Mais c'est une Non, on dit on y va. Différents gouvernements. Parlons des gouvernements. Avançons plus constructifs. Oui, de façon constructive. Est-ce que, puisque vous dites que ce rapport est resté en chemin, est-ce que le Rwanda serait opposé à ce que l'on aille plus loin dans ce rapport ou sur la base de ce rapport vers la mise en place d'une vraie justice pour la réconciliation entre les deux nations? Bon, le rapport, initialement, le Rwanda n'était pas consulté pour la mise en place de ce rapport. C'est une initiative des Nations Unies. Dont le Rwanda était un membre. Il est membre, oui, mais les Nations Unies fait un processus. Il en arrive au milieu et il est mis en défi et il le laisse tomber en plein chemin. Maintenant, avons-nous besoin d'autres mécanismes? Allons-nous attendre les Nations Unies? Allons-nous faire quelque chose en bilatéral? Tout ça, c'est des choses qui peuvent se discuter au niveau de cette relation bilatérale. À moins que vous suggériez qu'il n'y ait pas d'abord relation bilatérale, et donc il n'y ait pas plateforme de discussion. Parlons de cette relation bilatérale. Voilà. Est-ce qu'il en est question? Est-ce que le Rwanda et la RDC se disent non, avant, pour ne pas choquer l'opinion publique, avant que l'on s'entende, avant que l'on business, avant que l'on parle d'avenir, soldons ce passé? Est-ce que c'est les deux chefs d'État, quand ils sont ensemble, est-ce que vous êtes ambassadeur du Rwanda en RDC, vous êtes en contact donc avec les autorités rwandaises, avec les autorités congolaises, est-ce que il est question de cette justice, de cette réconciliation, pour construire des relations futures sereines, de faire la lumière sur tout ce qui est passé, sur tout ce qui s'est passé. Mais il faut les documenter, il faut charger les gens. Quand je disais que le rapport que nous avons rejeté avait des aspects biaisés, c'est que le focus, c'est ce qu'on appelle double génocide. L'astuce double génocide sur les Rwandais, donc de Rwandais sur les Rwandais. Il y a eu un génocide contre les Tutsis et dans le rapport, quelque chose émergé comme un autre génocide sur les Hutus. Je ne sais pas si vous comprenez. Et c'est ça la chose qui fâche du côté rwandais. Parce qu'elle n'est pas vraie. C'est une stratégie qui a même existé durant le Holocauste. Quand il y a double génocide, c'est-à-dire c'est kiff-kiff, il n'y a pas eu génocide. Alors pour nous assurer qu'il y ait justice autour du génocide qu'il y a eu au Rwanda, nous ne pouvions pas accepter un deuxième génocide qui n'est pas documenté où les éléments étaient fomentés. C'est ça la grande base. Mais le Congo vient généralement dedans en disant que tout ce dont on parle était sur notre espace. Mais en même temps, on s'est dit, mais cet espace était aussi ouvert à ces conflits d'une façon ou d'une autre parce que vous avez créé un sanctuaire. Je vous donnerai l'exemple de la Tanzanie qui a aussi reçu plus d'1 million de réfugiés rwandais dans la même époque. Certains avaient des machettes, mais la frontière tanzanienne s'est assurée que même un bâton restait. Et quelques mois après, les réfugiés ont été retournés pacifiquement. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de contentieux entre les deux pays sur les réfugiés. Vous parlez de vos réfugiés qui ont créé des troubles en RDC qui sont au Rwanda. Nous nous assurons qu'ils ne sont pas à Gisenyi à la frontière, qu'ils n'ont pas leurs armes et que immédiatement nous entrons en contact, de dialogue. Il y a un mécanisme de comment ils seront livrés. Il est ici le mécanisme de comment ça s'appelle, de suivi de l'accord. Oui. Donc ils viendront quand vous
vous les inviterez selon tout ce qui a été La RDC discuté. n'a pas demandé à ce que Laurent Nkunda soit... Se réfugie Oui, au mais Rwanda. quand la RDC ne demande pas, pourquoi vous voulez que moi je demande à la RDC? La Non, RDC la a question, demandé que Laurent Nkunda la lui RDC soit a livré. demandé oui ou non? Mais dans ce mécanisme, je crois qu'il y a un rapatriement. Et dans le rapatriement, si les gens ont des accusations de justice, vous avez des mécanismes de justice. Ils sont congolais. Vous allez les juger selon les tribunaux congolais. Oui, La il base faut- arrière du M23. La base pas arrière, parler elle que était de Laurent où? Nkunda. La base arrière du M23 était à Masisi. Masisi n'est pas au Rwanda. Les responsables. Il y a une dizaine de jours, il y a eu l'attaque d'une colline. Il est clairement documenté Ouais. qu'ils se sont rabattus sur le Rwanda après leur Documenté forfait. ou dit. Parce qu'ils sont entrés à Rutshuru. Entre Rutshuru et le Rwanda, il y a une frontière. L'armée déclare de manière solennelle que ils ne se sont pas réfugiés au Congo, Mais au Rwanda. mais au Rwanda. On les a pas vus non plus, Lorsque au le Rwanda. Vous ne les avez pas vus. Lorsque le M23 a été vaincu, Ouais. ces cadres, ou en tout cas, ce qu'il en restait, s'est réfugié au La Rwanda. majorité sont dans un camp de réfugiés en Ouganda. C'est connu, c'est documenté. Les Rutshuru, responsables se sont exprimés du Rwanda, monsieur Nous l'ambassadeur. nous sommes aussi exprimés en tant que Rwanda. Nous avons donné notre version des faits. Si vous tenez à votre version des faits, nous tenons à notre version des faits. On ne va pas confronter les deux. Mais on sait que entre Rutshuru et le Rwanda, il n'y a pas de frontière. Et puis, nous n'avions pas un camp des M23. Il y a quelques éléments. On sait où ils sont. Ils sont n'étaient pas au pas Rwanda. dans ce Qui n'ont jamais été au Rwanda. Qui Ils se sont sont dans le jamais réfugiés au mécanisme. Ils sont bien détectés dans le mécanisme de leur retour ici, du suivi de l'acte de Addis. Mais le plus grand nombre était dans un camp de réfugiés en Ouganda. On peut suspecter qu'ils retournent au Rwanda. La géographie de l'endroit, c'est le massif de Virunga, où il y a le parc des gorilles que nous partageons entre la RDC, l'Ouganda et le Rwanda. Ils peuvent même se retirer dans une autre neutre forestière. Du côté congolais, on se dit peut-être qu'ils sont allés au Rwanda. Du côté rwandais, on dit peut-être qu'ils sont allés en Ouganda. Du côté ougandais, on se dit peut-être qu'ils sont restés au Congo. C'est une zone vague. Mais le Rwanda n'a aucune intention d'armer qui que ce soit pour attaquer la RDC parce que nous n'avons aucun intérêt d'attaquer les FDLR aujourd'hui au moment où les FARDC les ont sérieusement attaqués. Ils sont vraiment affaiblis, on en parle très peu. Donc c'est aussi le fruit d'une bonne coopération. Une bonne coopération amène à des résultats qui enlèvent l'élément ou l'épine Ou le dans prétexte, le pied. ou le prétexte. Ou le prétexte, comme on l'appelle ici. Comme aujourd'hui, Ouganda et République démocratique du Congo joignent leurs forces pour les ADF. Aujourd'hui, d'ailleurs, comment est-ce que le Rwanda voit cette coalition des forces? Est-ce qu'il est possible de penser que, puisqu'il y a encore des M23 selon vous qui traînent en République démocratique du Congo, qu'il y ait coalition de forces pour mettre un terme définitif aux agissements des FDLR, vous dites si peu, et M23 à l'est de la RDC et à l'ouest du Rwanda? Comme ce fut le cas en 2009. Pardon Comme ce fut le cas en 2009. Oui, comme ce fut le cas, vous parlez de la coopération ougandaise-congolaise aujourd'hui. Oui, ce que vous en pensez d'abord, oui. On n'a pas grand-chose à y penser. C'est un choix entre deux pays qui partagent un problème. Les ADF sont très loin de la frontière du Rwanda et ils n'ont joué aucun rôle négatif dans le Rwanda. Mais on les suit. On sait très bien qu'ils sont une force terroriste qui mène des actions négatives en Ouganda et en RDC. Si conjointement, vous trouvez une formule de solution à ce problème, je ne vois même pas pourquoi on doit y réfléchir. C'est bienvenu. Un Congo pacifique, un Congo prospère au milieu de l'Afrique, c'est bénéfique au Rwanda, à l'Ouganda, à tout le monde. C'est bénéfique au continent. Donc, nous n'avons pas à trop rentrer dans le détail de ces opérations. Parce que si nous aussi nous avons des soucis et que nous les partageons avec la RDC, nous pouvons avoir des opérations similaires. Comme l'Ouganda ou comme le Kenya ou comme les États-Unis, on en parle aussi.
Et nous avons aussi été dans d'autres opérations sur le continent, au Mozambique et en Centrafrique, sans que nécessairement nous partagions des frontières. Donc la coopération contre le terrorisme, c'est quelque chose qui s'est fait à 2, à 3 ou à plusieurs pays ensemble. Après 25 ans de troubles ou presque entre les deux pays affichent leur volonté de travailler ensemble. Demi-question avant de poser à la question. Est-ce que cela était possible sous Joseph Kabila? Quoi qui était possible? Cette coopération à ce stade, que l'on parle de coopération à ce stade, de business commun, est-ce que c'était possible du temps de Joseph Kabila? Il n'y a jamais eu stop de business. Oui, non, mais quand on parle de Joseph Kabila. Mais pas à ce stade. Mais si on doit comparer, ce n'est pas seulement avec le Rwanda. En termes de votre politique diplomatique, le niveau d'activité, le niveau de coopération avec les pays voisins, non seulement le Rwanda, n'était pas aussi chaud qu'il est aujourd'hui. Et ça, c'est un choix stratégique dans la politique de coopération de la RDC, c'est d'être en bon terme avec les voisins. C'est de repositionner la RDC sur le continent et dans le monde. Donc c'est un choix stratégique politique de la RDC et qui converge bien avec notre choix aussi d'être en paix, de collaborer, de coopérer sur le plan sécuritaire, sur le plan développement avec tous les voisins, y compris la RDC. Donc cette convergence fait qu'il y ait peut-être un peu plus. Mais il n'y a jamais eu un jour, même sous Kabila, où il n'y a pas eu commerce, où il n'y a pas eu interaction. On n'a jamais eu des fermetures d'ambassades, par exemple. Les ambassades étaient moins actives, mais elles étaient là. Dans les récents accords, on a beaucoup vu ce que la RDC allait donner au Rwanda, ou ce que le Rwanda allait gagner de cette coopération. Dites-nous, le plus objectivement possible, qu'est-ce que la RDC gagne de cette collaboration avec le Rwanda? Je crois que c'est à la RDC de définir ce qu'elle gagne. Je vous pose la question. Nous savons ce que nous gagnons. Oui, mais qu'est-ce que la RDC... Est-ce que vous pensez que la RDC... Moi, je peux expliquer ce que je sais qu'elle gagne. Du moins, le côté Est. Nous sommes partie prenante du corridor. On appelle le corridor central. Donc, vos marchandises, qu'elles viennent de Chine, qu'elles viennent d'Europe et qui vont à Goma ou ailleurs, le Rwanda, c'est une route sécurisée qui ne dérange pas le passage de ces marchandises. Donc ça, c'est un gain. C'est aussi une route qui permet à vos exportations d'aller vers le port. Ça, c'est un. Et il y a des produits congolais qui se vendent au Rwanda. Je peux citer l'huile de palme, les minerais. Qui se sont toujours vendus au Rwanda, pas particulièrement du fait de cet accord. Ils les vendent à chaque frontière, il y a des ventes. Vous vendez aussi à la Tanzanie, vous vendez à l'Ouganda, vous vendez à la Zambie. Non, je parle des récents accords. Je comprends ce que vous dites. Les récents accords, on va arriver aux accords. C'était quoi les accords? Les accords signés par... les chefs d'État n'ont pas signé. Signés devant eux par leurs membres de gouvernement. Les officiels, les accords politiques sont 2 et ils sont génériques. La RDC les signe avec plusieurs pays, le Rwanda les signe aussi avec plusieurs pays. C'est la protection mutuelle des investisseurs. Ça signifie quoi? S'il y a des investisseurs rwandais en RDC, ils sont protégés par la loi. Et ils ne sont pas, leurs droits ne sont pas violés parce qu'ils ne sont pas autochtones. Et s'il y a des investisseurs congolais au Rwanda, parce qu'il y en a aussi, leurs droits ne sont pas violentés. Donc, question de s'assurer mutuellement qu'on peut investir chez les uns comme chez les autres. De 2, c'était la double taxation. Donc, on a signé un accord sur la non-double imposition. C'est aussi une façon de faciliter à ce que le business soit facilité, soit facile aux Congolais qui font le business au Rwanda et aux Rwandais qui font le business au Congo. On a parlé d'exploitation de l'or de la RDC. Là, c'est maintenant entre 2 compagnies. Oui. La compagnie Sakima, qui est congolaise, et la compagnie d'ITER, qui est rwandaise. C'est une joint venture, comme on appelle. Oui. Donc 50-50 en termes d'investissement. Et ils vont explorer ensemble. L'or congolais.
Oui, comme moi, qui n'est pas nécessairement 100% congolais et qui exploite le cobalt, comme Glencore, comme la Chine, comme tout le monde, selon le code d'investissement du Congo. Le Congo fait des conférences, comme tous les autres pays, pour attirer les investisseurs. Certains des investisseurs sont rwandais. Le Rwanda aussi fait la même chose. Il y a des investisseurs congolais. Est-ce que vous comprenez cette réticence, je voudrais dire, ou ce rejet de certains Congolais à cet accord? Parce que là, je reviens encore à la réparation, mais pour prendre le volet économique, le rapport mapping n'a pas évoqué que des morts provoquées par des troupes étrangères, notamment les troupes de votre pays en RDC. Il a également évoqué l'exploitation par le Rwanda, notamment l'exploitation illégale des ressources ou des richesses de la République démocratique du Congo. Oui. Il y a une phrase spécifique le rapport qui dit mapping ça. qui a été publié le 16 avril 2021 a accusé le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, notamment, de piller les richesses de l'ex-Zaïre. Vous voyez que c'est encore dans le factuel. Moi, je poserai par exemple des simples questions aussi. Le Rwanda exploite quelle mine en RDC? La question serait où sont les mines de coltan du Rwanda qui lui permettent d'être le premier producteur de ce minerai qui est plus exploité ou qui se plus présent en RDC qu'au Rwanda. Qui a dit que ça se retrouve qu'en RDC qu'au Rwanda? Plus présent, premier producteur mondial. On n'a jamais été premier producteur mondial. On a été une fois premier exportateur. De quel coltan justement? Oui, mais je vais vous l'expliquer. Je vais vous l'expliquer. Et quand nous étions proclamés premier exportateur, il n'y avait aucune statistique qui parlait des exportations par le Congo, déclarées par la RDC. Donc, le monde des importations et des exportations publie ce qu'ils ont dans les données. Mais cela ne dit pas que le Congo n'a pas exporté. S'il a exporté dans plusieurs directions. Vous avez des mines de coltan dans le nord Kivu. Vous en avez dans le nord de l'ancien Katanga, donc Tanganyika aujourd'hui. Vous en avez dans le Maniema. Et ces différentes routes. Donc la proportion qui passe par le Rwanda est surtout le coltan de Masisi et de Rutshuru, qui est aussi exploité artisanalement par des Congolais qui, par leur choix délibéré, peuvent les vendre à des revendeurs rwandais où ils les vendent ensemble, coopération peuple à peuple. Parce que le gouvernement rwandais, je dois le préciser, n'est pas dans le commerce. Quand on dit le Rwanda, ça dit le gouvernement a importé ou le gouvernement a vendu. Le gouvernement n'importe pas, le gouvernement ne revend rien. C'est de business à business. Il y a du coltan au Rwanda, il y a du coltan réexporté de la RDC. Même ce matin, sans doute qu'il y a des camions, des coltans congolais qui vont au Rwanda avec des papiers de transit ou des papiers de revente. Et ça se passe de façon légale et traçable. L'exploitation, on ne parle pas que de l'exploitation classique, monsieur l'ambassadeur. Plus d'une fois, le gouvernement congolais vous a accusé, vous, de déstabiliser sa partie Est en armant justement des groupes armés, etc. pour donner deux noms de groupes armés. Il y a 122 maintenant. Pour profiter de ces mines de sang pour l'exploiter, justement. C'est ce qui a fait du Rwanda, entre autres, Ça, c'est vraiment, je serais désolé de dire que c'est juste un sentiment, mais ça n'a pas de base solide. Et vous me prouverez le contraire si je déconne. Dites-moi quels sont les tonnages, les mines que vous connaissez de la RDC qui sont exploitées gratuitement. Et le Rwanda transforme cet argent. Je vous ai parlé du rapport mapping. Oui. Le rapport mapping qui vous a accusé, notamment vous. Oui, mais globalement, vous dites le Burundi, l'Ouganda. On ne sait pas qui a pillé quoi. On ne parle pas du Burundi ni de l'Ouganda ici. Nous avons affaire à l'ambassadeur du Rwanda. Mais quand j'ai demandé qu'est-ce que nous on a fait, le rapport mapping vous a accusé notamment de piller. Oui, nous rejetons parce qu'ils n'ont pas de fait. Vous n'allez pas rejeter parce que... Mais pourquoi on ne va pas rejeter certains droits aussi de défense? Pour ne pas revenir... Vous avez le droit de rejeter. Pour ne pas revenir, vous n'allez pas rejeter pour rejeter. Pour ne pas revenir sur la guerre, mais à Kisangani,
c'était une guerre de comptoir. C'était une guerre de comptoir, les uns appartenant aux Ougandais, les autres soutenus ou protégés par l'armée rwandaise. C'était une guerre de comptoir vous connaissez votre pays, parlez quand même des noms. Comptoir A, au Rwanda, comptoir B à l'Ouganda. Le Rwanda n'a jamais en rien profité des richesses de la République démocratique du Congo, du fait de cette instabilité à l'Est. Des assertions. Qui n'a pas profité des richesses d'Afrique ou du Congo dans ce monde aujourd'hui? Du fait de cette guerre. Du fait de cette guerre. Oui, nous tous, nous avons des téléphones qui ont le coltan. On en profite, toi également. Et vous profitez aussi des choses qui se font ailleurs. Vous avez des maisons avec aluminium. Vous produisez beaucoup de métaux, mais pas l'aluminium. Donc, l'aluminium de la Guinée arrive quand même à vos fenêtres. C'est comme ça que le monde fonctionne. Mais profitez en termes de dire, il y a une bande de voleurs rwandais qui vont à l'insu des Congolais prendre des biens congolais et en faire des trésors et investir dans le développement du Rwanda. Non, nos budgets sont clairs, les sources de leur financement sont claires, ils sont sur Internet. Comment nous finançons nos infrastructures, notre éducation, notre gouvernance, c'est clair et net. Et l'apport de la composante minérale, je vais vous donner les chiffres. L'année dernière, en tout et pour tout, les minerais au Rwanda, les minerais exportés, n'ont rapporté que 156 millions. Et les 156 millions ne vont pas au trésor public, parce que c'est l'argent des privés, rwandais et congolais. Peut-être le seul avantage, c'est cet échange des forex ou des devises qui passent par nos banques, dont profite le gouvernement rwandais. Donc dire que c'est ça qui fait le Rwanda, ce serait trop beau et trop facile. Ça ferait aussi Bukavu, ça ferait aussi les villages au Nord Kivu. On a l'impression, à vous entendre parler, que le Rwanda rejette tout. On parle des rapports des plusieurs sources, des plusieurs organismes sérieux qui ont incriminé le Rwanda dans le pillage, qui ont incriminé le Rwanda. Je vais terminer par là. Déjà, les Nations Unies, c'était... mais ils n'ont pas fini leur rapport. Je vais terminer par là. Les Nations Unies vous accusent d'avoir tué au sud Kivu, au nord Kivu. On parlait tout à l'heure de Kisangani. On vous accuse d'avoir pillé les richesses de la République démocratique du Congo. Le Rwanda rejette tout. Avec argument. Oui, mais sans prouver le contraire. On le prouve. Mais comment vous allez prouver que vous n'avez pas pillé les ressources de la RDC alors que différentes sources crédibles l'ont démontré? Il n'y a pas de sources qui spécifient vraiment ce que le Rwanda les rapports mapping n'en est pas une. Il est vraiment très imprécis. On doit le lire page par page ou photographier, faire des snapshots de ce que le Rwanda a pris. Vous ne reconnaissez rien. Vous ne reconnaissez rien. C'est ça les questions que je reçois de tous les médias. Vous ne reconnaissez rien pour que je dise je reconnais tout et pour qu'on dise enfin. Et puis ça n'amène. Ce n'est pas une question générique, c'est une question que je pose se basant sur votre argumentaire, monsieur l'ambassadeur. Je vous comprends, monsieur Kamoun, très bien. Donnez-vous aussi la chance de me comprendre. Je vous en prie. Si ce rapport n'est pas mort, il est là. Il a été initié par quelqu'un. Il n'est pas congolais et il n'est pas rwandais. L'initiateur, si le Congo a beaucoup d'intérêt dans ce rapport et le Congo est membre des Nations Unies, il va le poursuivre sans doute. Il arrivera au bout. S'il quitte le fait d'être un rapport d'experts, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, et qu'il devienne un rapport de justice, et qui est un mécanisme de justice, et que au Rwanda, par exemple, on dit le gouvernement, ou on dit Monsieur Karega, ou on dit tel, il devra aussi avoir un avocat, il devra aussi avoir un droit à la défense. On plaide soit coupable, ou on plaide entre coupable et on est coupable ou innocent. Mais ça, c'est des droits. Mais maintenant, quand il y a des accusations larges, vagues, on dit vous avez pillé, vous vous êtes développé avec nos richesses, alors qu'on sait comment on se développe. Mais alors qu'on peut les justifier. Non, monsieur l'ambassadeur, quand on rejette un rapport ou quand on rejette des rapports... Oui, on a fait aussi des rapports contre rapports. Mais justement, pour départager ceux qui vous achètent, ceux qui vous chargent, et vous-même vous départagez avec ceux-là, qu'on aille en justice. La justice internationale, vous ne la voulez pas. Oui, mais nous allons nous amener nous-mêmes à la justice. Nous vous posons la question de savoir, mais de quelle justice vous voulez finalement pour que l'on rétablisse les faits. Vous dites non, ce n'est pas à nous de les dire. Finalement, comment on saura la vérité?
Vous ne pensez pas que l'attitude du Rwanda documenter la est vérité, clairement... comme Congolais, documenter la vérité. Nous avons aussi la documentation de nos vérités, de ce qui nous touche, qui a été fait en RDC. Mais nous, de notre part, nous pensons plus qu'il y a beaucoup de choses. Même si on les mettait à table, même si on a mené ces accusations, elles n'apporteraient pas beaucoup de bénéfices à la région. Elles ne changeraient pas nos soucis de sécurité ni de développement. Nous pensons plutôt que si nous travaillons dur pour que ce qu'il y a eu dans le passé ne se répète plus. S'il y avait des fragilités, vous l'avez bien dit, le Zaïre n'avait pas les capacités. Pourquoi il n'avait pas les capacités de se protéger ou de protéger les États voisins dans une crise comme celle-là? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour qu'on ne retourne pas dans une situation où le Zaïre sera, ou la RDC, le sanctuaire des problèmes pour d'autres pays? Et que ferons-nous si l'inverse se faisait et que le Rwanda devienne le sanctuaire? À ce moment-là, comment on gère cette situation? La paix sur les frontières, la paix entre les pays. Et comment améliorer cette paix s'il y a chômage, il y a pauvreté dans ces régions? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Vous parlez des économies, vous donnez beaucoup, vous donnez peu. Dans tous les échanges, il y a toujours quelqu'un qui donne beaucoup et quelqu'un qui donne peu. Quand vous avez beaucoup, vous donnez beaucoup. Quand vous avez peu, vous donnez peu. Mais l'essentiel est que vous donnez. Nous sommes africains, petit pays. Nous achetons des choses en Chine. Peut-être c'est très peu par rapport à ce que l'Angleterre achète en Chine, mais nous sommes tous clients. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous comprenez le scepticisme des Congolais vis-à-vis du Rwanda, de son attitude, de sa logique diplomatique, de son option diplomatique aujourd'hui ou relationnelle avec la RDC? Des Congolais, surtout de l'Est, qui disent non, nous connaissons ces gens, ils sont hypocrites, ils nous ont massacrés, ils nous ont pillés, ils viennent ici dans une attitude des saints, mais derrière, c'est eux qui entretiennent ça et là, des mouvements de déstabilisation et tout. Est-ce que vous comprenez que les Congolais ne vous fassent pas confiance, vous, le Rwanda, par rapport à tout ce passé? Vous ne sentez pas ça comme une discrimination? Comment est-ce qu'un peuple peut être défini comme différent des autres, comme méchant, comme hypocrite, et les autres sont honnêtes? Du fait de l'histoire, du fait du passé non réconcilié, du fait du passé que vous ne reconnaissez pas justement, et vous globalisez tous les Rwandais dans cela. Il n'a pas dit les Rwandais, il a dit le Rwanda. Oui, on n'a pas de l'État. La personne qui va à Goma, ce n'est pas le président ou le gouvernement qui va vendre son maïs ou son manioc à Goma. C'est la bonne femme qui l'a cultivé. Si à Goma ou ailleurs, on voit dans cette femme l'hypocrisie de par sa nationalité, de par sa race, c'est quand même... Non, on parle du Rwanda. On parle du Rwanda. On ne parle pas des Rwandais. Mais comment est-ce qu'un pays peut avoir un cachet? Oui, mais monsieur l'ambassadeur, du passé. Non. Disons-le autrement. Tout à l'heure, j'ai constaté que vous parlez lingala. Oui. Donc, vous avez vécu, vous connaissez bien le Congo. Oui, Naïbi. Le Congo vous a accueilli, comme beaucoup d'autres Rwandais, pendant de nombreuses années, du fait de votre histoire. Oui. L'histoire qui est de soubresaut. On peut comprendre que vous ne vouliez plus de génocide. On peut comprendre que vous ne vouliez plus de ces massacres à répétition. Mais pendant que vous étiez en difficulté, une grande partie de votre population était notamment en République démocratique du Congo. Ce pays qui vous a accueilli comme elle a accueilli d'autres qui avaient peut-être de moins bonnes intentions, vous l'avez dit, en parlant des génocidaires. Est-ce que vous pouvez comprendre le scepticisme de ces Congolais qui ont pour beaucoup d'entre vous pensé qu'ils étaient leurs frères congolais et qu'ils voient aujourd'hui ces frères congolais tués par leurs frères d'hier passer de l'autre côté? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Je ne parle pas de racisme, je ne parle pas de stigmatisation, je parle du ressenti de population qui hier avaient en leur sein des frères qui aujourd'hui ne le sont plus. Comment est-ce qu'on ne l'est plus? Je reste frères attaché. Congolais. Oui, moi, vous avez rwandais. parlé de mon cas. Oui. Je reste redevable et je me sens appartenir de par ma naissance, ma croissance en RDC. Mais cela n'enlève pas que les troubles du Rwanda, vous avez bien parlé des troubles à différents moments et comment ils étaient gérés.
À l'époque, les réfugiés ont été reçus, ils ont été facilités, ils ont été intégrés et ils n'ont pas utilisé la RDC comme base pour déstabiliser le Rwanda. Mais à une autre époque, on l'a bien dit, pour que Mobutu se remette sur l'échiquier international, il a banalisé un problème crucial chez les autres et il s'est repositionné. Donc il a mis lui-même son pays en danger. Qu'on soit venu, ce n'était pas par colère contre le Congo, c'était plutôt par défense parce que nous étions attaqués pendant 3 ans, je vous ai expliqué, et je peux vous donner aussi des faits, des morts et tout ça. Si on va au sentimental, parce que c'est là que la question revient, le ressentiment, sans doute. Il y a des ressentiments ici, il y a des ressentiments de l'autre côté. Allons-nous vivre dans des ressentiments des générations ou allons-nous bâtir, faire un effort de vivre en améliorant, en corrigeant les fautes du passé et mettre en place des systèmes qui nous permettent de se respecter mutuellement, de travailler mutuellement et de bâtir notre continent. La plupart des rapports auxquels nous faisons allusion, souvent ne viennent même pas de nous, de nos observations ou de nos vécus. Il y a des ONG internationales, généralement nos anciens colons, ceci, cela, qui aimeraient bien voir les choses s'enflammer et qui viendraient avec des projets de réconciliation, qui viendraient bien sûr et nous laisser dans une situation de diviser et régner, comme ils l'ont fait quand ils nous ont colonisés. Oui, mais ça, le colon n'est pas que le seul responsable. Vous avez parlé d'Ingala tout à l'heure, permettez que je le parle, même si je ne le parle pas bien. Bateau bazalaka na biso bateau bazalaka na biso bandeko na biso bazalaka bandeko na biso mususu bazako lobo ngalaza mutu churu ngaza mutu masisi ngaza mutu azalaki mutu na biso bango de bakomi kuna. Ce n'est pas à vous principalement à faire en sorte que ce Rwanda que vous savez pas forcément dans le cœur du Congo le soit plus. Ce n'est pas à vous particulièrement qui nous connaissez mieux que les autres, parce qu'on parle du président Paul Kagame, qui lui était aussi réfugié en Ouganda, qui ne parle pas français ni lingala, enfin, je sais qu'il parle français puisqu'on l'a déjà fait, mais qui ne parle pas forcément lingala. Ce ne serait pas vous, anciens Congolais? Mais c'est tout ce que je suis en train de faire ici. On essaie en niant tout, en ne disant pas faisons en sorte. Vous avez amené un élément. Vous dites, quand nous étions là, nous nous appelions Rutshuru et tout. Congolais. On doit séparer les choses. Il y a des Rwandais réfugiés de 59, parmi lesquels mes parents, 59 jusqu'à 63. Il y a aussi des rwandophones, comme il y a des Bakongo au Congo. Donc on ne doit pas mélanger ces chapitres. Et souvent ça apporte des problèmes. Quand on nous dit M23 c'est vous et tout ça, c'est parce qu'ils parlent Kinyarwanda. Mais il y a des Banyarwanda, peuple du Congo, ils sont toujours là, ils ne sont jamais partis au Rwanda, ils sont à Rutshuru, ils sont à Masisi, ils sont à Goma, ils sont partout. Ils sont différents de nous. Nous sommes répartis parce que ce qui nous avait fait fuir n'existait plus. Et nous, en repartant, ce n'est pas dire qu'on devient ingrat au pays hôte. On a beau vous traiter, mais vous avez toujours chez vous. Et dans la coopération, nous sommes à l'avant-plan pour que cette coopération, que ce dialogue ait lieu. Donc nous ne sommes pas là pour un bras de fer, pour une haine donnée, une haine séculaire. C'est ça que vous ne comprenez pas. S'il y a des dossiers qui soient spécifiques, qui soient documentés, mais la globalisation, ce peuple, ce pays, ils ont fait ça. Et quand on demande les détails, vous avez fait quoi exactement? Même si on va dans le pillage. Il faut systématiser. Vous êtes en train de refaire l'émission, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi cette édition spéciale Relations RDC-Rwanda. Chacun en aura tiré sa conclusion. L'actualité continue sur votre radio. Merci et à très bientôt.